une femme qui a longtemps cherché son but dans la vie, qui a longtemps cherché ce qui pouvait faire du sens en moi, qui a cherché à travers des passions, à travers l'école, à travers le basket, à travers des jobs un peu... des jobs, quoi, qui a cherché à donner un sens à ma vie. Et en fait, dans ces nombreuses recherches, je me suis longtemps aperçue que je me suis pas mal égarée et que tout le long du trajet, je faisais la plupart du temps beaucoup de choses. Je m'orientais dans beaucoup de domaines pour satisfaire un certain conditionnement, on va dire. Donc, concrètement, aujourd'hui, je ne sais pas comment me définir, je ne sais pas comment on se définit dans mon cas, puisque aujourd'hui, je ne rentre techniquement dans aucune case prédéfinie en tout cas. Je suis écrivaine en cours de publication, c'est-à-dire que je suis en train d'écrire en ce moment mon premier vrai livre, et je suis déjà mon premier livre qui va être édité. Et sinon, je suis déjà aussi auteure d'un premier e-book. À côté de ça, j'ai très récemment créé une marque de lingerie dédiée à accompagner les femmes dans leur cheminement de reconnexion à elles-mêmes et surtout à leur corps, enfin à elles-mêmes, mais à travers leur corps. Ça, c'est un petit peu en stand-by en ce moment parce que je me suis rendu compte dernièrement que j'avais besoin d'aller plus en profondeur dans mes partages, donc ce que je partage de moi, de ma personne aux gens, d'aller un peu plus en profondeur. Et donc, ça me pousse aujourd'hui à faire cet atelier. Je veux dire, c'est le pas logique, en tout cas, dans la continuité de mon propre chemin, de ma propre voie. Donc, voilà. Et mon intention à travers cet atelier est, premièrement, oui, ça pourrait paraître un peu égocentrique, mais ma première intention à travers cet atelier est de moi-même faire un premier pas dans ma propre voie en mettant en application mes propres aspirations et en osant poser la première brique du chemin, pour la première brique du chemin que je compte bâtir. Voilà. Et donc, j'espère que aussi, parce qu'il ne s'agit pas que de moi, sinon ça n'a aucun sens, qu'à travers cet atelier, vous pourrez avoir des clés concrètes qui vont vous permettre de mieux comprendre peut-être la raison pour laquelle on a du mal à s'écouter, de mieux comprendre la façon dont vous pouvez créer pleinement votre vie sans que ce soit pas trop conditionné, parce que dans tous les cas, on vit vraiment dans un monde de conditionnement et probablement qu'une partie des choses que vous ferez seront conditionnées, mais pour que l'essentiel reste quand même et soit aligné avec votre volonté la plus profonde. Donc voilà. On se cache rien, d'accord. J'ai une petite feuille où j'ai quelques notes pour ne pas perdre le fil. Donc, avant tout, j'aimerais parler des raisons pour lesquelles on a du mal à trouver cette voie, les raisons pour lesquelles on a du mal à se créer une vie riche de sens et surtout une vie sur mesure pour nous-mêmes. Et la première des raisons, c'est que dès l'enfance, dès tout petit, on est conditionné finalement à suivre un modèle sociétal de réussite, un modèle prédéfini où la réussite très schématisée, c'est avoir une belle voiture, c'est avoir de jolis enfants, c'est avoir un bon boulot qui paye bien. Et puis, on nous fait croire qu'en ayant tout ça, on pourrait être heureux. Et aussi, on nous fait croire que
qu'il y a une certaine hiérarchie dans ce qu'on fait et en fonction de ce qu'on fait, on a plus de valeur, notre être a plus de valeur que si on fait autre chose. Et ne serait-ce qu'à propos de cela, j'aimerais commencer en disant que notre valeur, la valeur de chacun de nous ne dépend pas de ce que l'on fait, ni même de là où on habite, ni même de là où on vient, ni même de notre classe sociale, ni de rien du tout. Notre valeur, elle est propre à chacun à partir du moment où on est ou à partir du moment où on arrive sur Terre. En fait, on a déjà gagné le droit à notre vie. Donc, techniquement, on a déjà gagné notre vie. Donc, le premier point que j'aimerais souligner, c'est que notre valeur, donc votre valeur, ne tient pas à ce que vous faites, ni à votre couleur de peau, ni à votre culture, ni à ce que vous côtoyez. Enfin, votre valeur, elle est propre à vous-même. Et ce conditionnement-là, justement, nous pousse à nous éloigner de notre propre valeur pour tenter de ressembler à justement à un modèle prédéfini d'humain parfait. Et puis, dans mon propre cheminement, je me suis rendu compte que l'une des choses les plus lourdes à porter lorsque on est dans une démarche, parce que je suppose que si tu regardes cette vidéo en ce moment même, c'est que tu as une vraie volonté de créer ta propre vie sur mesure, de créer ton propre chemin et d'apprendre davantage à t'écouter. C'est que finalement, quand on se lance dans ce cheminement où on a envie de se rapprocher de soi-même, l'un des trucs les plus difficiles à gérer, à mon sens, et à travers mon expérience, c'est le regard des gens. C'est le regard des gens. Et, et c'est fou comment c'est lourd comment dire, de vivre en fonction de ce que les autres pourraient penser de nous, que ce soit la famille proche ou des gens qu'on a connus dans notre vie à un moment donné, qu'on ne reverra peut-être même pas. Oui, oui, ça arrive que parfois on croise des personnes qui ont tellement une présence forte dans notre vie que même lorsqu'elles ne sont plus en contact avec nous, leur regard continue de peser sur nous. Mais enfin, c'est vraiment incroyable à quel point en tant qu'humain en général, on accorde énormément d'importance au regard de ceux qui nous entourent. Et ce que j'ai remarqué qui en ressort énormément, c'est la peur d'être rejeté finalement, la peur d'être rejeté. Et ça s'explique très facilement. C'est qu'à un moment donné de l'histoire, l'être humain, pour sa survie, était obligé de vivre en groupe. Et ce conditionnement-là qui date qui a été mis en place depuis plus de millions d'années, peut-être pas des millions, mais des milliers d'années en tout cas, continue de perdurer. Et en fait, c'est ancré en l'humain que lorsqu'il commence à prendre un chemin qui n'est plus tout tracé et qui n'est pas finalement le chemin où tout le monde va, tu as un peu tous les regards qui se braquent sur lui. Et comme on a toujours été habitué, en tout cas dans un conditionnement très ancré et profond, à, à vivre en masse et à se porter et à tous aller dans la même direction pour la survie, bah, c'est très compliqué de faire face en fait à cette peur du rejet de la société, parce que finalement, il y a une expérience qui a été faite dans un orphelinat, je ne sais plus dans quel pays, où en fait, ils ont demandé aux nonnes d'un orphelinat, à toutes les personnes qui s'occupaient des enfants, de leur témoigner aucune preuve d'amour, aucune preuve d'affection, rien du tout. Et en fait, ils se sont aperçus que tous les enfants sont morts, malheureusement. Et je trouve que cette expérience démontre à quel point le regard des gens est important pour nous-mêmes, pour notre propre construction de qui on est. Et en soi, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais ça peut être négatif à partir du moment
où on ne vit qu'à travers le regard des gens et où finalement, inconsciemment ou consciemment, on fait tout pour satisfaire le regard des gens et donc on n'ose jamais sortir de notre propre coquille. Je fais une petite pause pour boire ma tisane parce que je commence à avoir la gorge un peu sèche. Et sinon, j'espère que tu kiffes le moment. Donc, je me suis rendu compte justement que l'un des plus gros freins justement pour apprendre à s'écouter et surtout matérialiser une vie dictée par notre soi le plus profond, c'est le regard des gens. Et le deuxième point, qui est très lourd aussi, c'est les attentes qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on fait. Et par attente, j'entends par exemple, je sais qu'on est dans une société où c'est hyper bien vu d'avoir des objectifs et de se challenger, de toujours, comment dire, avoir des cases de critères, de choses à cocher, de choses à remplir, de choses à voilà. Seulement, cette façon de faire, nous pousse à mettre des attentes, à cocher des attentes sur tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, on n'arrive même plus en fait à faire des choses sans rien attendre en retour. Et malheureusement, ce poids des attentes, euh, pour une personne comme moi qui de base est très perfectionniste, l'attente peut être des attentes peuvent être quelque chose de très lourd parce que finalement, quand on se projette à avoir des attentes, lorsqu'on n'a pas suffisamment confiance en soi, par exemple, et qu'on estime ne pas pouvoir atteindre le résultat que l'on veut, il peut y avoir dans un premier temps un certain découragement qui fait qu'on n'ose même plus faire les choses. C'est-à-dire qu'on n'ose même pas faire le pas pour sortir de sa zone de confort. Donc, les attentes, c'est vraiment quelque chose qui nous enferme, Et, euh, et je sais que ça peut paraître un petit peu, comment dire, c'est quoi le mot déjà euh, peu ambitieux. Ça peut paraître peu ambitieux de ne pas avoir d'attente, de ne pas avoir d'objectif, mais finalement, lorsqu'on est comment dire, le meilleur moyen pour apprendre à s'écouter et à se donner de l'espace pour matérialiser les aspirations du cœur, finalement, c'est de ne pas toujours savoir où on veut aller. Et en fait, on est quand même dans une société où ne pas savoir où on veut aller ou ne pas savoir ce qu'on veut faire, c'est très mal vu parce qu'il faut que tout le monde sache où il va, faut que tout soit calé aussi, il faut que tout soit su à l'avance. Et malheureusement, quand il y a autant d'attentes dans ce qu'on doit faire par rapport aux choses qu'on doit faire, on ne se laisse plus finalement la place à la spontanéité. On ne se laisse plus la place d'exister et de s'écouter continuellement. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Supposons que j'ai une intention. Voilà. Je tiens juste avant à notifier que on n'est pas obligé d'avoir des attentes. Par contre, on peut avoir des intentions. C'est pas de vivre au jour le jour. Enfin, oui, il faut vivre au jour le jour, mais ce n'est pas de se lever tous les matins et de n'avoir rien à faire et de ne rien faire et de juste être une plante et de pousser dans la nature. C'est pas ça le but. Mais on peut se donner des intentions et la nuance avec les intentions, c'est que lorsqu'on a une intention, c'est de l'énergie qu'on veut rediriger dans une certaine direction. En fait, l'intention, c'est une direction qu'on donne. Ce n'est pas un but, ce n'est pas un palier qu'on donne. Et supposons, par exemple, je me lève ce matin et je me dis, j'ai l'intention de faire un atelier. Voilà.
voilà mon intention, j'ai l'intention de le faire. Mais ce n'est pas un but dans le sens où, si c'est un but, je vais déterminer que je veux, par exemple, qu'il y ait 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes à mon atelier et que j'aimerais que ces personnes interagissent d'une certaine façon et que j'aimerais ci et ça et ci et ça. Et du coup, comme je ne suis pas Dieu et que je ne connais pas la vie et que je ne sais pas ce que la vie va me présenter, dès que dans mon plan d'action, les choses ne vont pas aller dans mon sens, bah, ce qui se passe en général quand on a des attentes, c'est qu'on se bloque. C'est qu'on se bloque et on essaie de forcer pour atteindre nos objectifs. C'est-à-dire que tu as un mur qui en fait va juste être un détour du chemin qu'on doit prendre parce qu'on disons qu'on est censé aller là. Et nous, on s'est dit, vas-y, mon objectif, c'est d'aller juste là. Et comme je rencontre un mur, je me laisse plus en fait la possibilité de simplement être et de simplement suivre mes aspirations et voir où la vie m'emmène et voir les cadeaux qu'elle a à me présenter en fait. Parce que la vie en fait est abondante. Dans sa nature, elle est pure abondance. Et elle met toujours... Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à regarder la nature. Hein. Dans tout ce qui nous entoure, il n'y a qu'à observer la nature, il n'y a qu'à voir les plantes, les animaux, il n'y a qu'à voir... ouais, il n'y a qu'à voir la nature pour se rendre compte que l'abondance est quelque chose de naturel. C'est-à-dire que la plante l'arbre qui est dans la forêt, elle n'est pas en train de se demander tous les 4 matins, ouais, mon but, c'est de faire des fruits, de faire des, je sais pas quel arbre, peu importe, des bananes, même si je sais pas s'il y a des bananiers dans la forêt. Je sais pas s'il y a des bananiers dans la forêt, mais supposons qu'il y a une forêt où il existe des bananiers, voilà. Et que le bananier se dit, ouais, vas-y, moi, mon but, c'est de faire des bananes, mais d'une couleur orangée, tu vois. Et quand les gens ils verront ça, ils se diront, putain, waouh, t'as réussi dans ta vie, tu vois. Ouais, je schématise un peu. Mais imaginez que le bananier, lui, ça, c'est son objectif. Alors que dans sa nature profonde, c'est simplement de donner des bananes. Dit simplement, ça peut paraître anodin, mais c'est déjà ouf, en fait, d'être un bananier et de donner des bananes qui vont servir à des singes de se nourrir, qui ensuite, la peau de la banane va tomber au sol et nourrir la terre, et du coup, nourrir la terre, donc nourrir, il y a nourrir. Mais je veux dire, en fait, si le bananier était focus sur son objectif et que pour lui, tant qu'il n'avait pas atteint son objectif, il n'était pas riche, enfin, la nature, elle serait vraiment pauvre en fait. Et quand on parle de pauvreté, il n'y a que chez l'humain où c'est un concept qui a du sens. Et ça a simplement du sens parce que on n'arrive plus à faire les choses de façon libre et de façon détachée. On attache toujours trop d'attentes par rapport à ce qu'on fait. Et pour être 100% honnête, je me suis rendu compte juste avant l'atelier que en fait, j'ai aussi projeté énormément d'attentes envers cet atelier qui est le premier que je fais et où je me suis dit oh ça peut être cool quand même d'avoir un certain nombre de personnes et ça peut être cool en fait que les personnes interagissent et ça peut être cool de si et en fait sans m'en rendre compte je commençais tout doucement à projeter mes attentes à me dire ouais non mais ça c'est cool tu vois ça si j'arrive à le faire c'est vraiment la classe en fait et quelques temps avant, je me suis rendu compte que, bah, premièrement, le mail que j'avais envoyé pour le lien de l'atelier, à la plupart des personnes ne l'ont même pas reçu. C'est-à-dire qu'il est parti direct dans les spams. Et donc, déjà, mes attentes là se pètent la tête. Et là, qu'est-ce qui se passe lorsque les attentes ne sont pas remplies? C'est que le stress commence à monter. Et le stress, c'est quoi? C'est pour résumer, c'est lorsqu'il n'y a plus de paix en nous. C'est lorsque la paix a disparu. Donc là, je me mets à stresser. Oh punaise, les gens, ils n'ont pas reçu mon mail. Oh là là, mais je vais être seule à parler. Oh là là, mais là. Et là, il commençait à avoir tout un boucan intérieur et en espace de quelques minutes, de quelques heures, mon état d'esprit intérieur a complètement shifté et je suis passée d'un état d'esprit où je ressentais vraiment cette ouverture à partager sans rien attendre finalement et à juste faire un pas dans ma propre direction.
Et la minute d'après, où j'étais complètement paniquée, stressée, parce qu'à un moment donné dans le processus, je me suis fixé un but à atteindre et que mon but n'a pas été atteint justement parce que mes mails sont partis direct dans les spams, chose que je ne peux pas contrôler finalement, et que bah, y a des personnes qui ont peut-être reçu mes mails mais qui n'ont pas ouvert, etc., etc. Un petit coup de tisane. Donc, tout ça pour vous illustrer à quel point les attentes peuvent être vraiment quelque chose qui peut envahir et qui peut procurer énormément de stress. Et le danger du stress, c'est simplement que on ne fait plus les choses en étant aligné, on ne donne plus en étant aligné à notre profonde aspiration. C'est-à-dire que l'énergie qu'on met dans le don de ce qu'on donne ou de ce qu'on reçoit, peu importe, en tout cas l'énergie qu'on transmet n'est plus une énergie d'abondance, tout simplement. À partir du moment où il y a des attentes qui ne sont pas atteintes et qu'il y a le stress, c'est qu'on est déjà dans une énergie, on va dire, de peur d'un manque de résultats, donc dans une énergie de manque finalement. Et finalement, ça, enfin, je trouve que c'est fabuleux de voir à quel point les attentes, le regard extérieur et le doute qui va germer de tout ça va nous conduire en fait dans un état d'esprit de manque et où on ne fait plus les choses dans un simple don comme la nature le fait, mais où on les fait en se disant ah ouais j'aimerais qu'il y ait ça en retour et quand il y a pas la chose en retour qu'on désire, bah il y a déception, il y a doute, il y a voilà et c'est malheureusement des énergies qui ne permettent pas de comment dire, de faire ressortir de nous ce qu'il y a de meilleur, mais c'est des énergies qui vont nous plomber en fait. Voilà. Et du coup, vous avez, je me sers un peu de tisane encore. J'adore la tisane, ça m'hydrate et ça me détend. Donc c'est vraiment chouette. Donc voilà un petit peu les différentes choses qui nous poussent à ne pas s'écouter, parce que parfois, on ne se rend même pas compte en fait qu'on ne s'écoute pas. Quand on est pris dans le stress et dans tout cette agitation mentale, parce que ce que ça crée justement, le stress, c'est une agitation mentale la plupart du temps, c'est qu'on on est complètement détaché justement de cette voix intérieure qui guide à chaque instant. Et donc, je vais vous parler un petit peu de cette voix intérieure et de comment elle se manifeste, de ses, j'ai envie de dire, de ses propriétés pour que vous puissiez en saisir l'essence. La voix intérieure, c'est quelque chose de subtil. C'est pas quelque chose qui débarque dans notre tête comme des pensées qui tournent en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Non, c'est vraiment quelque chose de très, très, très subtil. Et par subtil, j'entends quelque chose de très doux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en permanence, on est guidé. En permanence, on a des, on a des guidances intérieures pour faire telle ou telle chose ou juste être en fait. Et cette guidance, finalement, elle n'est possible que lorsqu'on est disponible. Parce que c'est vraiment quelque chose de très subtil. Ouais, voilà, c'est quelque chose de vraiment subtil. Et pour l'entendre, en fait, il faut se créer l'espace pour écouter. Donc, la première clé, vraiment, en fait, fondamentale, c'est la base, on va dire, pour apprendre, pour trouver sa voix et manifester sa voix à l'extérieur, c'est de se créer du temps, c'est de créer de l'espace intérieurement pour écouter. Ça veut dire quoi? Quand je suis pris dans mes pensées, là, à me dire, oh putain, mais il y aura personne à mon atelier. Est-ce que les gens ils vont aimer? Est-ce que ce que je partage va être intéressant? Est-ce que je perds pas mon temps? Est-ce que les gens ils vont pas perdre leur temps? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que blablabla. C'est juste à un moment donné de stop, 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 stop. Mes pensées sont mes pensées. Mes pensées ne sont pas moi. C'est des informations qui m'arrivent et qui traduisent
traduisent une certaine réalité qui est dans l'instant, par exemple, un manque de confiance ou un manque d'estime de soi ou un manque de quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui va venir révéler un certain manque. OK. Dans un premier temps, je prends conscience de ce qu'elles sont en train de me dire mes pensées, mais pour autant, je n'ai pas besoin d'y croire. C'est-à-dire que ma pensée va me dire, je ne suis pas légitime, par exemple, de faire cet atelier, je ne suis pas, une coach en développement personnel certifiée, donc je ne peux pas le faire. Je n'ai pas vécu 10 ans dans un ashram en Inde, donc en spiritualité, je peux pas parler. Tu vois, tu as toutes ces pensées qui vont venir. Je prends mon cas par exemple, hein, avec mes propres pensées redondantes voilà, qui reviennent sans cesse, par exemple. Mais je ne suis pas obligée de les croire. C'est-à-dire que je vais prendre l'information, ok, mes pensées me disent ça, 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 ça. C'est chouette, vraiment. Mais qu'est-ce que ces pensées cherchent à me dire finalement un petit peu plus en profondeur? Et je m'aperçois que mes pensées sont juste là pour me dire, meuf, mais fais-toi confiance. Tu peux te faire confiance. Et puis, tu peux aussi te lâcher la grappe, en fait, parce que même si, supposons, ce que tu racontes, c'est de la merde, parce que c'est le pire qui puisse arriver, supposons que tu racontes de la merde, mais si des personnes partagent ta merde, c'est déjà cool. Et c'est finalement de toujours dédramatiser et de sans cesse, dès qu'il y a une pensée qui vient et qui commence à trop manger d'espace intérieur, c'est de se retirer un petit peu pour la regarder un petit peu au loin, essayer d'identifier ce que tout ce manque intérieur cherche à nous dire, en tout cas où se situe le manque, et derrière se donner de l'amour. Et, et ça m'amène au deuxième point essentiel. Lorsqu'on cherche sa voix, lorsqu'on cherche à manifester sa voix, c'est de se donner de l'amour. Et là encore, il y aurait énormément à dire, mais le plus important à mon sens, c'est de comprendre ce que c'est l'amour de soi et ce que n'est pas l'amour de soi, en tout cas. Et je peux déjà dire que l'amour de soi, ce n'est pas prendre du temps pour soi. Enfin, si, c'est prendre du temps pour ça, mais ce n'est pas se faire belle, se faire les sourcils, parce que je vois aussi énormément une mode avec l'amour de soi où des personnes vont s'accorder des moments pour se chouchouter physiquement, on va dire. Ça peut être un premier pas vers l'amour de soi, mais ce n'est pas ça l'essence de l'amour de soi. C'est pas parce que je m'accorde un moment chez l'esthéticienne où je me fais mes ongles, où je me fais épiler le maillot, où je m'achète des choses, ou peu importe, que ça veut dire que je m'aime. L'amour de soi, simplement, c'est arrêter de se faire souffrir. C'est simplement ça. Et l'amour de soi, ce n'est pas quelque chose qu'on a et puis hop, on se dit waouh, c'est bon, je m'aime, fou, je m'aimerai toujours. En fait, l'amour de soi, l'amour simplement est quelque chose qui nécessite un engagement permanent. C'est-à-dire que si je m'aime, si j'apprends à m'aimer en tout cas, c'est tous les jours. C'est tous les jours et c'est juste simplement arrêter de se faire souffrir. Je prends mon exemple encore parce que c'est le plus parlant que j'ai sous le coude. C'est lorsque je suis là à douter, à me dire « Oh là là, est-ce que mon atelier va être assez bien? Est-ce que je vais réussir à parler ?» Parce qu'il faut savoir que de base, je suis quelqu'un d'assez introverti et qui a une difficulté, on va dire, à s'exprimer. En tout cas, à m'exprimer quand je ne connais pas les gens, par exemple. Et pourtant, je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, que le domaine finalement dans lequel je ressens vraiment cette abondance d'être, c'est lorsque je partage, c'est lorsque j'écris, c'est lorsque je vais parler, c'est lorsque je vais peindre. Et en fait, je me rends compte que ces moments justement où j'arrive à faire l'expérience de l'abondance, où je trouve pleinement ma voix et où je suis connectée avec ma voix, c'est lorsque je m'autorise de m'exprimer, je m'autorise à m'exprimer. Ouais. Et pourtant, c'est l'une des choses jusqu'à très longtemps, jusqu'à d'ailleurs même aujourd'hui, qui me, je ne vais pas dire qui me terrifie le plus, parce qu'on n'en est pas là, sinon je ne serais pas ici, mais qui me challenge le plus.
c'est d'oser clairement exprimer les choses. Un petit coup de tisane. Et donc, je me suis rendu compte que moi, c'est dans l'expression. Donc, me donner de l'amour, par exemple, c'est lorsque je commence à avoir les doutes de par mon histoire qui, pendant longtemps, m'a plus ou moins contrainte à me fermer sur mes propres blessures qui m'empêchaient de m'exprimer. Quand je prends ces histoires que je me raconte à moi-même et que je tourne en boucle et que je me dis que ce que j'ai à dire n'est pas assez pertinent ou que ça n'a pas assez de valeur et que moi-même je me dévalorise et que je suis là à tourner en boucle, l'amour à ce moment-là, c'est de choisir, me dire, mais en fait, j'ai pas envie de me torturer avec ça. Donc l'amour, ce n'est pas dans le faire finalement, c'est dans un état d'être profond. Parce que finalement, vous allez même vous en rendre compte sûrement que vous avez déjà côtoyé une personne ou que vous-même, peut-être, que on vous a dit par exemple quand tu es avec ton chéri ou ta chérie, peu importe, et qu'il t'aime, il doit faire ci, il doit faire ça, blablabla. Et donc, peut-être qu'on se dit dans les codes, dans la norme, quelqu'un qui t'aime est censé, je vais raconter une connerie, mais est censé toujours répondre à ton message quand tu lui écris. Voilà. Et peut-être qu'on se dit que c'est ça l'amour, mais peut-être que toi, tu as déjà été dans une situation où tu t'es rendu compte que certes, la personne te répond quand tu lui écris, mais tu n'as pas l'impression plus qu'elle t'aime que ça. Je veux dire, l'amour n'est pas dans ce que les gens font, ce n'est pas dans ce qu'on fait à l'extérieur, mais c'est vraiment dans l'état intérieur qu'on choisit constamment de se ramener. L'amour, c'est un espace, c'est un espace intérieur qui est illimité et dans lequel on peut choisir de se déposer à chaque instant. À chaque instant où un tourment nous prend et nous projette à l'extérieur, à chaque instant où les doutes nous envahissent et où la peur nous contraint et nous limite, à chaque instant où l'anxiété, le stress, peu importe, prend le dessus et où la peur de manquer prend le dessus, c'est d'abandonner ces instants-là qui ne sont pas nous et de se ramener dans cet espace où on peut être pleinement être soi, en fait. Et cet espace n'est rien d'autre que l'instant présent. Donc, le troisième point que j'ai envie d'aborder dans cet atelier, c'est que on ne peut pas parler de trouver sa voie, même si trouver sa voie, je suppose que la plupart des personnes, peut-être, qui se sont abonnées à cet atelier, pensent trouver peut-être des clés pour s'orienter à l'extérieur, peut-être pensent trouver des clés pour choisir le métier de votre rêve ou choisir le partenaire de votre rêve pour créer votre chemin à l'extérieur. Mais tout ce que j'ai à partager ici, en fait, c'est justement ce chemin qui mène à l'intérieur parce que la voie à l'extérieur passe par la voie à l'intérieur. On ne peut pas trouver sa voie à l'extérieur, on ne peut pas se créer un chemin qui est unique et authentique. On ne peut pas se créer un chemin unique si on n'écoute pas cette voix intérieure unique. C'est pas possible. C'est pas possible. Si quelqu'un vous vend le fait que vous trouvez votre voix et que Ikigai, que vous faites des tableaux comme ça, vous dire alors, ça c'est ma passion, ça c'est ce que j'aime faire, ça c'est ce que j'aime lire, je raconte des conneries. Donc, quand je fais le mélange de tout ça, ma voix devrait se situer dans tel domaine, devrait aller par là. J'ai envie de dire, c'est du bullshit. Parce que ce qui est génial, c'est qu'on ne peut pas savoir, tant qu'on ne l'a pas écouté, on ne peut pas savoir à l'avance notre voix, même quand on est sur son chemin, même quand on est déjà, même quand on trouve sa voix dans l'instant, puisque justement le troisième point, la troisième clé de cet atelier, c'est de trouver son point d'ancrage dans l'instant, c'est que en fait, ça ne réside que dans l'instant. On ne peut trouver sa voie que dans l'instant. Là, il ne s'agit pas de faire des projections sur un mois, sur 10 ans, sur 50 ans. Cette voie-là, toute tracée, finalement, ce n'est pas votre voie. C'est un chemin tout tracé. Et s'il est tout tracé, on peut se demander qui c'est qui trace ce chemin.
Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, s'il est tout tracé, bah, il est clair que c'est pas vous qui le tracez. Si le chemin est déjà tout tracé, il est clair que c'est pas vous qui êtes en train de le tracer, ce chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que trouver sa voie n'est vraiment définitivement que possible dans l'instant présent. C'est un ancrage perpétuel. C'est comment dire, c'est un désir profond de se détacher, de prendre du recul face à toutes ces voies, à tous ces désirs, à tous ces sentiments manipulés qui nous poussent à aller dans une direction ou dans une autre. Je veux dire, si à un moment donné, vous êtes sur un chemin tout tracé, à un moment donné, j'ai envie de dire, c'est que vous n'êtes pas sur votre voie. Hein. J'ai envie de dire, c'est mathématique. Voilà, le calcul est simple. Si vous êtes sur un chemin tout tracé, vous n'êtes pas sur votre voie. Vous n'êtes pas aligné sur votre voie. Donc, la troisième clé qui est finalement même la base de la... En fait, vous remarquerez aussi que là, je parle de... On en est à la troisième clé, mais finalement, c'est trois clés, c'est trois choses qui se rejoignent. Parce qu'en fait, ce qui est beau avec la vérité, ce qui est beau avec le fait de trouver sa voie, ce qui est beau avec l'abondance, c'est que lorsqu'on est dans le vrai, dans la vérité, tout se rejoint toujours. Il n'y a jamais de séparation. Lorsqu'on est dans le vrai, lorsqu'on est dans la vérité, il n'y a jamais de séparation. Donc, lorsque je parle de s'écouter, lorsque je parle d'amour de soi, lorsque je parle d'instant présent, au fond, je ne parle que de la même chose. Donc, depuis le début, je suis en train de vous parler de la même clé. Finalement, mais c'est juste différentes façons de le voir. Puisque quand je suis dans l'instant, je m'écoute. Et quand je m'écoute, je me donne de l'amour. Et quand je suis juste en train de me donner de l'amour, bah, je suis en train de m'écouter à ce moment-là. Et je suis forcément dans l'instant. Donc, tout se rejoint toujours. Et justement, une des clés pour savoir si vous êtes vraiment sur votre voie, c'est de voir à quel point tout se regroupe. Si vous avez l'impression d'être fragmenté dans différentes choses, probablement c'est que vous n'êtes pas aligné sur votre voie. Si vous avez l'impression d'être une personne au boulot, une personne dans votre vie privée, une personne, je ne sais pas, dans vos activités, une personne sur Internet, une personne, c'est probablement que vous n'êtes pas aligné sur votre propre chemin. C'est probablement que vous ne vous écoutez pas et que vous n'êtes pas en train d'incarner en fait votre voix intérieure. Et je vous vois déjà vous dire, vous demander, mais elle est drôle celle-là, mais elle parle de trouver sa voix et de faire des choses au jour le jour et de s'écouter sans tracasserie. Mais les factures, elles vont pas se payer toutes seules. Oui, je vous vois déjà parler de ça. Parce que moi, personnellement, ça a été l'une de mes plus grosses résistances. Et qu'il est encore par moments, c'est d'avoir en fait finalement peur de manquer. Voilà. De manquer parce que il y a plein de fois où je me disais, vas-y, maintenant tu t'écoutes, tu fais ce que tu kiffes. Et après, je suis là, ouais, mais t'es mignonne, ma grande, mais comment tu fais pour te payer telle chose? Comment tu fais pour payer le loyer? Comment tu fais pour payer les factures? Et si tu as pensé, hein, c'est drôle de s'écouter, hein, mais comment tu fais pour ci, pour ça? Et oui, le manque est omniprésent. Le manque est une profonde blessure à soigner. Et le meilleur moyen de soigner ces blessures, finalement, c'est de retrouver sa sécurité à l'intérieur de soi. Parce qu'en fait, à partir du moment où on place la sécurité à l'extérieur, donc dans de l'argent, parce que la plupart des personnes se sentent en sécurité quand elles ont de l'argent. C'est-à-dire qu'elles ouvrent leur compte en banque, elles voient par exemple des chiffres, et ça leur procure un sentiment de sécurité. Je veux dire, l'argent, tu l'as même pas dans les mains, tu n'es même pas au contact de ça, tu vois juste des chiffres et tu dis, oh putain, je suis bien. Alors là, ça va. Par contre, s'il n'y a rien, oh le stress, la panique. Et pourtant, dans ta réalité matérielle physique, dans l'instant, il n'y a rien qui change.
Je veux dire, le manque, et franchement, pour vous parler du manque, je l'ai vécu le manque, hein. Je l'ai expérimenté, mais dans tous les sens, vraiment. Je j'ai déjà été, sans toit, on va dire. J'ai déjà été, à squatter chez des amis parce que j'avais plus rien. J'ai vraiment expérimenté, je pense, le manque sur plusieurs facettes, et ce qui est ressorti, en tout cas, de mon expérience, à chaque fois que j'étais, on va dire, au plus profond dans le trou, c'est de me rendre compte que finalement, je ne manquais de rien. Parce que même la période où je n'avais pas de logement, bah, j'avais quand même un toit. C'est-à-dire que, en général, peu importe ce qui se passe, peu importe à quel point ça peut être grave, ce n'est jamais non plus très grave. Je veux dire, le pire qui puisse arriver, en tout cas dans mon cas, à un moment donné, c'est que j'avais plus de logement, j'avais pas de travail, j'avais pas de quoi, comment dire, ouais, j'avais pas de travail, j'avais aucune ressource extérieure, en tout cas. Et ce qui est beau, je trouve, justement, de pouvoir expérimenter des états de manque, de dit manque, c'est que ça nous pousse à trouver les ressources ailleurs. Puisque quand on se base sur des ressources extérieures, en fait, on se base sur quelque chose de ultra impermanent, quelque chose de vraiment pas stable, en fait. Parce que à tout moment, et croyez-moi, à tout moment, vous pouvez tout perdre. Et aussi, aussi fort, je veux dire, peu importe l'énergie et la volonté que vous mettrez à vous construire une certaine sécurité extérieure, rien, absolument rien ne vous garantit que ça tiendra. Absolument rien. Je veux dire, il n'y a qu'à ouvrir les yeux et voir même les hommes les plus riches, comment du jour au lendemain, il y en a qui se pètent la gueule et qui n'ont plus rien. Je veux dire, quand tu bases ta richesse sur des choses extérieures, bah en fait, c'est ultra changeant, et finalement, c'est très peu stable. Donc, construire sa sécurité sur des choses extérieures, c'est vraiment, finalement, de la pauvreté, en fait. C'est lorsqu'on n'est plus connecté à ses ressources intérieures qu'on cherche à s'accaparer de ressources à l'extérieur pour s'assurer une certaine stabilité intérieure. Et ce qui est beau, je trouve, dans le cheminement de retour vers soi-même, c'est que le monde, vous allez y être confronté, je pense. En tout cas, dans mon cas, j'y suis H24 confrontée, où je me pose des questions. Est-ce que machin, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que j'ai assez? Et c'est quand même beau parce que, heureusement, il y a une évolution entre il y a 7 ans et aujourd'hui, où mon cheminement a débuté. Il y a quand même énormément de changements, même si, d'un point de vue extérieur, ça ne se voit pas. Aujourd'hui, techniquement, en ce moment même, je n'ai pas de travail, c'est-à-dire que je ne me lève pas tous les matins pour aller travailler pour une entreprise pour gagner de l'argent à l'extérieur. Je suis en train d'investir dans mes propres projets d'écriture et de partage d'ateliers, etc. Et aujourd'hui, ça ne me rapporte rien. Et je suis constamment, aujourd'hui, euh, face justement au manque que je peux ressentir, au manque que la société peut me renvoyer, de me dire que je n'ai rien. Parce que à l'extérieur, je n'ai rien. Et pourtant, je ne me suis jamais sentie aussi riche. Et pourtant, je ne me suis jamais sentie aussi riche. Parce que pour moi, aujourd'hui, lorsque je vois les ressources intérieures que j'ai pu développer, que ce soit en essayant des choses, parce que en cherchant ma voie, j'ai essayé pas mal de choses. Et aujourd'hui, à un moment donné, je me suis dit, ah mince, tu t'es trompé de voie quand même, à un moment, tu as fait des choses que tu fais plus aujourd'hui. Parce qu'encore une fois, j'avais une idée que ma voix devrait ressembler à quelque chose, et devait être plus ou moins linéaire, quoi. Et en fait, ce qui est beau dans le cheminement, c'est que c'est des imprévus. Et peu importe les chemins par lesquels vous passez, peu importe les difficultés que vous rencontrez, peu importe les impasses que vous prenez, peu importe les murs que vous prenez, il y a toujours une expérience dans tout ça qui vous permet de gagner en ressources intérieures.
Et ces ressources-là, quoi qu'il arrive, vous ne les perdez pas. Ce n'est pas quelque chose qui peut partir. Je veux dire, personne ne peut vous l'enlever. Et moi, aujourd'hui, bien que je ne gagne pas d'argent, je ne me suis jamais sentie aussi riche. Et c'est un fait. Et là où c'est troublant, peut-être, c'est que je vis ma vie aujourd'hui comme si mon compte en banque était blindé de chez blindé. Bon, peut-être pas blindé de chez blindé parce que sinon, peut-être que je ferais des choses autres. Mais je veux dire, je ne ressens pas de manque à me dire oh punaise, mais j'ai pas 2 000 € sur mon compte, j'ai pas de sous qui tombent à la fin du mois. J'ai pas... Et ce qui est beau aussi, c'est que plus je m'ouvre à la vie et plus l'abondance arrive à travers des chemins que je ne maîtrise pas. Et j'ai envie de vous raconter une anecdote qui est magnifique, qui remonte à il y a quelques semaines en arrière où j'étais au Bénin. J'étais au Bénin et encore une fois, depuis que mon fils est né, je ne travaille pas, même si j'estime que mon travail de maman à plein temps est vraiment bien, bien chargé. C'est même le job le plus compliqué que je n'ai jamais fait de ma vie. Oui. Mais je ne travaille pas à l'extérieur, c'est-à-dire que je n'ai pas des revenus fixes. Et il y a quelques semaines de ça, il y a quelques mois de ça, j'ai perdu mon grand frère et j'ai été contrainte de partir au Bénin pour rejoindre ma famille. Et donc, je suis partie avec mon fils. Et puis, à un moment, il s'est fait que je n'ai pas pu revenir. Et pile à ce moment, c'était la dèche financièrement. Et c'est fou comment l'univers a conspiré pour que je parle à une amie qui probablement m'écoute là et que je tiens à remercier encore pour qu'elle décide de m'envoyer des sous. Pour qu'une autre personne aussi décide de m'envoyer des sous alors que finalement, je n'ai rien demandé. Je veux dire, l'abondance, elle vient... et puis, comment dire, l'abondance, elle vient de partout. Et puis, quand on est finalement ouvert, quand on est ouvert sur son chemin et qu'on chemine sans rien attendre, les ressources abondent de nulle part. Et vous ne savez pas par qui l'univers va passer pour agir dans votre vie, en fait. On ne sait jamais comment le moi, parce qu'en fait, le moi, profondément, c'est un être. On va schématiser ça comme ça, parce que je ne l'ai jamais vu, mais je le ressens. Mais tel que je le perçois, c'est un être, on va dire une énergie, qui est omniprésente, qui est omnisciente, vraiment, qui sait tout et qui organise tout. Vous voyez? Donc, quand elle vous envoie dans une certaine direction qui, en apparence, peut paraître déserte, parce que vous n'y voyez pas au plus loin, vous ne voyez pas ce qui va se passer, et tout ce que vous avez, c'est finalement l'instant, c'est de suivre les inspirations continuellement, à chaque instant, c'est que l'univers, lui, il a un plan. Et peut-être que lorsqu'il vous dit, par exemple, Laurette, et si tu te servais une petite tasse de thé tout à l'heure et que je me dis, oh non, ouais, j'ai envie, mais bon, je ne vais pas le faire. Je ne sais pas. Supposons que je reçois l'inspiration de me faire une tasse de thé. Je me fais ma tasse de thé. Là, je m'écoute. C'est juste sur une tasse de thé, mais je m'écoute. Au moment où j'écoute, où je bois ma tasse de thé, supposons que le parfum m'évoque un truc. Voilà. Ah, l'odeur qui me rappelle, je sais pas, un instant à tel endroit qui me ramène sur une personne. Et où je pense à une personne. Je me dis, ah tiens, ça fait longtemps que j'ai pas des nouvelles de Jacques. Ce serait pas mal que j'appelle Jacques, par exemple. Juste comme ça. Alors que de base, je buvais juste ma tasse de thé. On sait pas. Mais je m'écoute. Donc, intérieurement, je sens qu'il faut que j'appelle Jacques. Donc, bah, ok, on va appeler Jacques. Donc, j'appelle Jacques. Et là, Jacques me dit oh, tiens, tu sais, la dernière fois, je parlais avec un ami et puis il m'a dit pour ton projet d'édition de livre, il peut te financer parce qu'il cherche à financer des auteurs. Enfin, là, je suis complètement dans un rêve, hein, oui, oui, complètement. Mais voilà. Il cherche à financer des choses, des projets d'artistes comme toi. Et puis, j'ai pensé à toi. Est-ce que ça t'intéresserait? Bah ouais, mais clairement, Jacques, vas-y, donne-lui mon numéro. Et là, l'ami de Jacques m'appelle et puis voilà, on se fait un contrat et puis j'ai un projet qui se met en place. Je veux dire, quand vous écoutez,
on n'a jamais une vue sur ce qu'il y a après, sur l'instant d'après. Mais c'est à chaque instant que la guidance est possible. Je veux dire, c'est à chaque instant. Si au moment de prendre la tasse de thé, par exemple, je m'étais dit, ouais, non, j'ai pas envie. Peut-être que l'odeur de la tisane ne m'aurait jamais évoqué Jacques, et peut-être que j'aurais pas pensé à appeler Jacques, et peut-être que du coup, j'aurais jamais eu de contact avec Jacques, et du coup, ce projet se serait jamais matérialisé. Mais d'une simple tasse de thé, regardez à quel point finalement l'univers peut vous mener sur des chemins que vous ne soupçonnez pas. Mais à partir du moment où on s'écoute, l'abondance est toujours en chemin. Et ce qui est beau avec l'humain, c'est qu'il a le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est simplement le fait de choisir de s'écouter ou non. C'est juste ça. Ce n'est pas ouais, je fais tel choix entre ci, ça, ci, ça. Non, c'est simplement est-ce que je m'écoute, est-ce que je m'écoute pas. C'est là mon libre arbitre. C'est là que réside ma responsabilité. Et lorsqu'on ne s'écoute pas, on se met face à des choses qui nous montrent à quel point finalement, même si on choisit de contrôler sa vie, on ne pourrait pas la contrôler. C'est ce qui est beau. Et lorsqu'on choisit de s'écouter, on ne contrôle peut-être pas sa vie à l'extérieur, mais on a une profonde maîtrise intérieure de toujours rester ancré et solide, peu importe où on va. C'est-à-dire, peu importe qu'on soit dans des périodes ultra difficiles et où, en apparence, il y a un manque et où on n'a pas d'argent ou on ne sait pas quoi, l'abondance réside à l'intérieur. Et même dans ces moments-là, on peut grandir. Dans ces moments-là, on peut élargir sa perception sur le monde, sur soi-même et simplement se donner plus d'espace intérieur pour simplement être. Et dans ce simplement être, en fait, je trouve qu'il y a rien de plus enrichissant, il n'y a rien de plus vivifiant, vraiment, de se sentir être sans devoir prouver sa valeur à qui que ce soit, sans devoir constamment penser à faire, constamment penser à anticiper, à contrôler, sans être constamment là, en fait. Et en étant plus juste là et en voyant justement l'abondance partout, en voyant la richesse qu'a offrir ce monde et la beauté qu'offre ce monde. Donc voilà, cet atelier tire doucement vers la fin. Je sais pas. Ah ouais, quand même, ça va bientôt 1 heure du coup.